Et bonjour YouTube. Chez vous aussi il fait froid. 3 ou 4 degrés, je sais plus. On va pas se plaindre, c'est l'hiver. Moi du moment qu'il y a un soleil, pour réchauffer un peu mon cœur, ça me va. J'étais en train de poncer des petits rondins dehors, petits rondins que j'ai demandé à David de me tronçonner quand il a taillé quelques branches qui devenaient vraiment gênantes dans le jardin et dans la prairie d'Éponette. Et quand je l'ai vu en fait en train de tronçonner, je me suis dit purée, il peut me faire des petits rondins en fait. Histoire qu'on s'amuse en live Twitch à faire des petites peintures et tout dessus. Donc je lui en ai demandé de m'en faire une douzaine et là j'en ai poncé quelques-uns. Puisqu'à l'heure où je filme, on va faire ça demain. Enfin, je projette qu'on fasse ça sur Twitch demain. C'était pas une mince affaire à poncer, dites donc. J'ai pas réussi à avoir un résultat ultra lisse et smooth. Vous voyez? Mais bon, ça fera l'affaire. On fait ça pour s'amuser. Ce qui est très rigolo, c'est que pendant que j'étais en train de poncer les petits rondins, j'en ai reçu un. Puisque j'ai passé commande sur la boutique d'une artiste que j'ai découverte il n'y a pas si longtemps sur Instagram, qui fait des illustrations naturalistes incroyables. Vraiment, c'est une personne extrêmement douée. Et elle a lancé il n'y a pas très longtemps une collection autour de l'ours, en collaboration, si on peut dire, avec l'association Au Pays de l'Ours dans les Pyrénées. Je crois qu'elle reverse 10% des ventes à cette association. Et du coup, j'ai pas résisté. Je me suis fait un bel auto-cadeau, je me suis offert un de ces petits rondins. On l'ouvre ensemble. Est-ce que je suis nette? Parce qu'on a très souvent un petit problème de focus dans la cuisine, c'est compliqué. J'espère que ça ira. Donc cet artiste, c'est Maëva Vignal. Je vous remettrai le lien de sa boutique et le lien de son compte Instagram en barre d'infos, si jamais vous voulez aller voir. Bah les renards, hein. Mais on est sur un certain talent, hein, c'est vrai que... Et alors j'ai complètement capoté devant sa collection autour des ours. Hein. Pardon. Attendez, je vous l'approche parce que il faut voir ça de près. Pour prendre la mesure de la gravité. Oh là là. Vous voyez, c'est très brillant. Si je dis pas de bêtises, elle met une couche de résine pour avoir ce résultat et pour faire en sorte que la peinture et le rondin soient bien protégés, quoi. Mais c'est trop beau. Qu'est-ce qu'on fait de ce petit ourson là dans les feuilles d'automne? Bah c'est grave. Écoutez, bah on n'est pas sur le même résultat que les miens. Ah, c'est très sympa, elle a mis une petite accroche derrière. Bon bah lui il va trouver sa place dans mon bureau évidemment. Et puis en plus ça fait écho à ma lecture en cours. Je suis en train de lire Avec les ours de Valentin... Attendez, j'ai oublié, ne quittez pas. Valentin Pagetneuf aux éditions Transboréal. J'ai beaucoup de mal à le lâcher. Je sais plus quand est-ce que je l'ai commencé. Avant-hier, à l'heure où je filme ce vlog. Il m'en reste un tiers. Dès que j'ai un moment de libre, en fait, c'est pour ça qu'il était pas loin là. Je plonge dans ce livre. Le début m'a un petit peu chafouiné, puisque le pitch, c'est 3 oursons orphelins qui sont récupérés, on va dire ça comme ça, par un biologiste qui va, entre guillemets, se substituer à leur maman ours et bah, qui va les observer au fur et à mesure de leur croissance, observer leur comportement, la façon dont ils interagissent entre eux avec leur environnement, dont ils se nourrissent, etc. etc. Et en fait, je dis que le début m'a un petit peu chafouiné. Je vous spoile pas puisque vraiment c'est dès les premières pages. Hein. Ces oursons ne sont pas vraiment orphelins. Tout du moins, ils auraient pu ne pas l'être. Du coup, ça m'a un peu mis dans ce truc... Vous voyez, j'ai commencé ce livre en mode bah ouais, pas ouf,
Mais bon, je suis passée outre et en fait maintenant je suis à fond. J'adore. J'aime beaucoup la façon dont c'est écrit. Il se passe pas grand chose entre guillemets dans le sens où, vous voyez, c'est pas un roman d'aventure quoi, c'est vraiment un récit factuel de comment évoluent les oursons, ce qu'ils font de leur journée, à quelle heure, la quantité de nourriture qu'ils ingurgitent, etc. Donc je pense que certaines personnes s'ennuieraient dans ce type de lecture, mais moi j'adore, je suis complètement à fond, et voilà, j'ai fait des bêtises en termes de livres. Je pense que je vous montrerai ça dans ce vlog, mais des grosses bêtises. J'ai trouvé plein de récits un peu naturalistes, type nature writing, vous voyez, et j'en lisais beaucoup avant, et j'avais fait une grosse pause lecture, ce qui fait que je ne lisais plus ce genre de choses, et étant donné la teneur de ma reconversion professionnelle actuelle, bon bah vous vous doutez bien que je suis ravie de retourner dans ce type de lecture, parce que ça correspond complètement à mon mood actuel. Bah ça a pas l'air d'être facile la vie. On m'a pas été honnête. Oh là là. Ça sent le bois. Ça sent le bois ma chérie. Oh, qu'est-ce que t'es belle. Oh, mais attendez, en parlant de bois, je vous ai pas raconté par ici. On revient d'une semaine dans le Jura. Exceptionnel. Je ne sais pas s'il y a des Jurassiens et des Jurassiennes dans cette commu YouTube, mais vous avez bien de la chance. Quelle région incroyable. On était sur Bonlieu. Encore une fois, si vous êtes du coin, vous situez. Et c'était genre parfait. On a pu aller voir plein de sites naturels incroyables. Enfin, vraiment, on a passé une semaine extraordinaire. Tiens, je vous mets à suivre la petite vidéo que je vous ai publiée sur Instagram. Ça vous évitera d'aller dans la barre d'infos, de cliquer et tout ça, si jamais vous ne l'avez pas vu. Parce que vraiment, préparez-vous à en prendre plein les yeux et les oreilles. Je vous ai fait ça en mode petit ASMR, vous allez voir, c'est bien. Bah, j'ai déjà envie d'y retourner en fait. Malgré le fait que la météo n'ait franchement pas été clémente avec nous, à part sur une journée, cette semaine était fabuleuse. On a vraiment trop aimé. Voilà, rien de plus à dire. Et donc, bois, Jura... Non mais il y a un lien, hein. Il y a un lien. J'ai fait des petites emplettes à la boissellerie du Hérisson, qui se trouve près des cascades du Hérisson.
Si jamais vous allez dans le coin, vous irez forcément voir ces cascades. J'ai failli péter un câble, tellement il y avait de trucs cool et beaux. Il y avait plein d'oiseaux en bois, sculptés et peints à la main. C'était très grave. Donc je vais vous montrer mes petites emplettes. Mais le meilleur butin, vraiment, n'était absolument pas prévu. Parce que la boissellerie, je l'avais repérée avant qu'on parte. Mais l'autre butin que je vais vous montrer là, il était absolument pas prévu. Je ne m'attendais pas à ramener ça du Jura. Ça va faire la 3e fois que je raconte l'histoire. Mais je pense à vous, ma commu YouTube, si jamais vous n'êtes ni sur Instagram ni sur Twitch. Donc, on arrive dans le Jura, après plus de 7 heures de route. Un peu avant d'arriver au chalet, genre un quart d'heure avant, on passe dans une petite commune, et là, sur une maison, on voit une bâche, vide maison, les 1er et 2 février. Et là, direct, je sais pas comment il a eu ce flair, je cherche encore pour tout vous dire. David me dit « Ah mais il y aura peut-être des gouges ». Donc les gouges, ce sont des petits outils pour sculpter le bois. J'en cherche depuis très longtemps. En fait, je cherche des outils, des vieux outils, vous voyez, des bons outils pour travailler le bois depuis plusieurs mois, si ce n'est un an. Et j'en trouve jamais, en fait. À chaque fois que je vais en brocante, dans ma ressourcerie habituelle, tout ça, je jette un œil, mais je n'en trouve pas. Et donc voilà, David me dit, ah, il y aura peut-être des gouges. Bon, on en reste là, la semaine se passe et on oublie complètement, mais genre vraiment, cette histoire de vide maison. Le 1er février, on prend la route pour aller sur un site naturel, randonner, voir une cascade, tout ça. Et on repasse, mais complètement par hasard, devant cette maison. Et là, du coup, ça nous fait tilt à tous les deux. Mais oui, le vide maison. Donc David se gare. On arrive, on rencontre une fratrie sur place et donc ils nous expliquent qu'en fait c'était la maison de leur tante et de son mari et que bah, ils la vident en fait avant de la mettre à vendre. Et donc je commence à faire un petit tour dans le garage / atelier. Je commence à voir des gouges, des ciseaux à bois, des rabots, des limes, des scies. Et là je dis à David, mais c'est très grave. Et donc là, David discute avec le monsieur qui était au niveau du garage. Et en fait, il lui dit que le mari de sa tante était menuisier. À quel moment ce genre de hasard arrive? Donc évidemment, j'ai fait une razzia monumentale. J'ai pris une quantité d'outils assez phénoménale, j'ai mis ça dans une petite cagette et bah du coup je vais voir le monsieur, une fois que j'avais fini mon tour, avec David et bah on lui dit bah, quid, combien qu'on vous doit quoi. Et le monsieur était presque gêné en fait de nous demander de l'argent et il finit par nous dire bah si je vous dis 15 €, ça vous va? 15 €. Bah oui. Je n'en reviens toujours pas, Donc bref, David donne les 15 € parce qu'il avait envie de m'offrir ses outils. Et nous voilà repartis avec ce butin. Je vais vous montrer, ce sont de vieux outils, mais de très très bons outils. Vous voyez, vraiment des outils professionnels qui ont été fabriqués en France, tout ça. Ils n'ont pas servi depuis longtemps et ils ont pris un peu l'humidité, donc il y en a pas mal qui sont bien rouillés. Mais je suis en cours de restauration, n'est-ce pas? L'acide citrique est mon ami. Et le papier de verre, tout ça. Et donc petit à petit, bah, je vais leur offrir une seconde vie pour pouvoir les utiliser. Et voilà, je compte bien les bichonner et en prendre soin. J'aime bien aussi, vous voyez, cette idée de donner littéralement une deuxième vie en fait à des objets, à des outils comme tout ce matériel pour travailler le bois. Je trouve ça cool. Je vous montre. En voilà une partie. Oh, c'est beau. Donc ça, par exemple, pour les personnes qui ne connaissent pas du tout, c'est un ciseau à bois. Vous voyez la forme là. Et ça, c'est une gouge. Vous voyez, c'est un peu... c'est creusé, si je puis dire. C'est en U. Tout est très beau. Et donc une partie parce que bah, j'ai pas fini. Hein.
Pas fini. Et comme dit, j'en ai pris pas mal. Donc, il y en a dans cette boîte aussi. Enfin bref. J'ai trouvé un niveau aussi. Un vieux niveau en bois incroyable. C'est clairement la meilleure trouvaille qu'on ramène de nos vacances dans le Jura. Mais je vous montre quand même ce que j'ai déniché à la boissellerie. J'ai complètement craqué sur cet objet qui est donc un oiseau en bois sculpté. Donc il y a une petite tige, vous voyez, en fer, un petit ressort et un petit anneau en bois. Et nous on a ce crochet en fait dans la cuisine. Et du coup, avant même d'arriver à la maison, ce chardonneret avait sa place. Voilà, je l'ai de suite visualisé là. Je crois qu'il y avait aussi une mésange et... je ne sais plus autrement. Attendez, je vous le montre de plus près. Il est trop beau. J'adore. Donc ça c'est typiquement le genre de petite sculpture que j'ai envie d'essayer. Je pense que ça ne ressemblera absolument pas à ça au début. Mais écoutez, c'est pas grave, hein. Et donc évidemment, suivant l'air qui circule dans la cuisine, tout ça, eh ben, il a tendance à gigoter un petit peu quoi. Papaye et Gandalf ne s'y intéressent absolument pas. Écoutez, ça me va très bien. On arrive dans mon bureau et c'est un petit peu compliqué de vous montrer mon mur parce qu'on a un gros rayon de soleil qui fait que le contraste est archi poussé. Mais bon, je pense que vous allez le voir quand même. J'ai aussi ramené ce petit renard. Il est pas trop mignon. Je vais pas vous le montrer de plus près parce que je l'ai déjà fixé avec un petit peu de pâte à fixe au-dessus du cadre. Vous avez vu ce jet des chaînes incroyable. Quelle merveille! C'est la même illustratrice que le chardonneret élégant. Tiffaine Debron dont je vous ai déjà parlé. Idem, je vous remettrai sa page en barre d'infos. Donc voilà le petit renard. Alors lui, il n'est pas fabriqué à la boissellerie du Hérisson. C'est une petite marque allemande, si je dis pas de bêtises. J'ai aussi pris cette petite mésange bleue, qui est en fait un aimant. Elle est trop mignonne. Oh, écoutez, sa place était toute désignée, comme le chardonneret. Et il y avait beaucoup d'oiseaux à suspendre ou à poser. Et moi, dans ce à suspendre, j'ai pris le piquet pêche, qui est trop beau. Un mâle, hein, comme vous pouvez le voir, à cette petite tache rouge sur la nuque. Et la citelle torche-peau, qui est incroyable. J'ai dû lutter pour ne pas tous les prendre. Hein. Mais tout est tellement beau. Donc voilà pour la boissellerie. Et dans un autre magasin qui est situé à Clairvaux-les-Lacs, dont j'ai complètement oublié le nom, mais dans la même veine que la boissellerie du Hérisson, j'ai trouvé cette petite pince blaireau. C'est grave. Bah, la pince blaireau, quoi. Bah, j'ai pas pu lui résister. Et un crayon à papier Martin Pêcheur. Il y avait plein de crayons, de bics aussi. Mais moi j'ai opté pour la version crayon à papier avec le Poti Martin Pêcheur. Bon, il y a une thématique hein, dans tous ces achats. C'est vrai que on sent bien la reconversion professionnelle, quoi. Juste un peu. Je voulais m'asseoir pour travailler un peu sur l'ordi, mais je crois que je vais devoir trouver un autre siège. Ce gros doudou est venu avec nous en vacances dans le Jura. Il a été incroyable. Il a rien dit dans la voiture. Oh mais tu veux pas de caresse? Si? Oh c'est parce que tu te réveilles. Oh là, ah oui, oh là là, oh bah d'accord. Oh mon cœur. Donc ouais, il a été hyper sage dans la voiture. Il s'est très vite habitué au chalet. Enfin vraiment, c'est un chat exceptionnel. Mon cœur. Ah ouais, non mais c'est vraiment pas facile en fait. Bon, dans tous les cas, sieste ou toilette, je peux toujours pas m'asseoir quoi.
Vous ne rêvez pas, je suis de retour au jardin. Attendez, je me pose et on papote un peu. Suis-je bing? Je pense. Vous avez même les ponnettes derrière. J'ai enlevé ça. J'ai un peu chaud à avoir joué de la grelinette. Ça fait, je pense, 4 ans. 3 ans, 4 ans, 4 ans je pense. Hein, que j'allais dire que je n'avais pas mis les pieds dans le jardin. Non, j'y suis venue, mais en tout cas que je n'avais pas travaillé entre guillemets au jardin. Au départ par manque de temps, parce que mon entreprise fermée aujourd'hui, à savoir la dernière pièce, m'accaparait beaucoup de temps au quotidien. Et bah, c'est normal en fait. Tu te lances dans ton entreprise à toi, forcément tu y mets toute ton énergie et tout ton temps. Ça semble assez logique. Et petit à petit, en fait, quand bien même j'ai retrouvé un petit peu de temps libre, qui aurait pu me permettre de faire des petites choses au jardin, l'envie s'était un peu étiolée au fil du temps, jusqu'à disparaître complètement, en fait. Avec la dépression qui est arrivée, je ressentais un tel vide que même les choses qui me faisaient du bien quelques années auparavant, par exemple m'affairer au jardin. Il y a un petit pinson qui vient de se poser juste à côté de moi. Je pense que vous avez un petit concert là. On sent que l'envie du printemps est là. Hein. Ça fait quelques jours que ça chante beaucoup et très fort. Mais c'est bien, écoutez, ça nous fait une petite musique d'ambiance. Hein. Là, il y a rouge-gorge, pinson, mésange charbonnière, mésange bleu, je viens de l'entendre. Je sais pas si on l'entend là, mais tous les matins j'entends une grive musicienne en ce moment. Son chant est tellement incroyable. Celui de la fauvette aussi, fauvette à tête noire. Je crois qu'on ne l'entend pas là. C'est plus le matin, en général, qu'on l'entend. Là je filme, il est 16h grosso modo. Donc, ben, j'ai perdu le fil à cause du petit pinson. Donc oui, avec la dépression, j'avais complètement perdu toute envie, tout en train de faire les choses qui, à la base, me font du bien. Vous voyez, des choses que j'aime. De la broderie, m'affairer au jardin, enfin plein de trucs. Je suis quelqu'un de multipassionné quand même. Hein. J'aime beaucoup de choses. Et c'est vrai que ça fait bizarre. Alors j'allais dire d'un coup. Mais en fait non, c'est arrivé petit à petit. La dépression, c'est une maladie qui est très sournoise parce que elle s'installe petit à petit. Donc au départ, vous n'avez pas du tout l'impression d'être malade, puisque la dépression c'est une maladie. Et très souvent, malheureusement, quand on commence à réagir, bah, elle est bien installée quoi. Et c'est compliqué et difficile de remonter la pente. Mais ouais, en tout cas, ça fait un peu bizarre de se réveiller un jour et de se dire purée, j'ai plus envie de rien. J'ai passé une fin d'année 2024 franchement compliquée. Il y a eu un enchaînement de trucs en fait qui ont fait que j'ai été dans un creux mais monumental et je crois que je vous en ai pas parlé mais je trouve que c'est important, vous voyez, de ne pas faire de tabou autour de tout ça. J'ai même pensé à quelques reprises, pas énormément vous voyez, mais ça m'a traversé l'esprit 2 ou 3 fois à faire la demande auprès de ma médecin pour être hospitalisée en fait. Tellement ça n'allait pas. À ce moment-là, j'étais franchement pas bien parce que j'ai plutôt passé un bel été 2024. J'ai été, vous le savez, je vous en ai parlé en stage au sein d'un CPIE où j'ai accompagné plusieurs animatrices nature. On a fait plein de choses, j'ai vu plein de choses, enfin c'était assez incroyable. Et en fait, rechuter comme ça, vraiment fort, ça m'a donné le sentiment que j'allais, encore une fois, pas du tout m'en sortir. Genre jamais, que j'allais rester comme ça toute ma vie, quoi. Et en fait, bah là, depuis le début de l'année, ça va beaucoup mieux. Mais quand je vous dis beaucoup mieux, c'est le jour et la nuit. Ça fait, depuis mon accident, je pense, que je me suis pas sentie aussi bien. Et je le vois à plein de petites choses, vous voyez.
au quotidien, des choses que j'avais complètement laissé tomber, ou des trucs que je dois faire depuis genre 2 ans et sur lesquels je procrastine. En fait, tout ça, c'est pas de la flemme. Je sais que les personnes qui ont souffert ou qui souffrent d'une dépression comprennent ce que je suis en train de dire. Ça n'a rien à voir avec la flemme. C'est juste que votre charge psychologique et mentale est tellement énorme que... je prends un exemple, hein, vraiment. Trier un carton de livres ou de fringues ou que sais-je, ça équivaut pour vous à organiser un vide-grenier de 500 personnes. Ça paraît bête dit comme ça, et si vous n'avez jamais souffert de dépression, je pense que vous ne pouvez pas comprendre en fait, vous ne pouvez qu'imaginer. Et donc il y a plein de choses comme ça, depuis le début de l'année, que j'ai faites en fait, que j'ai bouclées ou auxquelles je me suis attaquée, des trucs qui étaient en stand-by depuis très très longtemps, genre le jardin. Et c'est là vraiment où je me dis, ok, ouais, là ça va vraiment mieux quand même, parce que j'ai eu l'envie. J'ai eu l'envie qui est revenue et là je filme, on est lundi. Hier ça m'a pris comme ça. J'ai dit à David j'ai envie d'aller défricher le jardin. Et défricher c'est vraiment le terme exact parce que c'était très compliqué hein. L'état du jardin. Pour vous donner une idée, je fais 1,63 m. Le tas d'herbes folles et de ronces était plus grand que moi. Donc il a fallu sortir le taillet. Ça aussi, vous voyez, le truc que jamais de ma vie j'aurais utilisé un taillet avant. Vraiment le taillet professionnel quoi. J'aime pas trop ce genre d'engin, ça me fait toujours un peu peur. Et là bah, j'ai pris confiance en fait. Je me suis dit bah si tu peux le faire, vas-y, let's go. Et du coup j'ai défriché mon jardin toute seule comme une grande. Ça m'a fait bizarre d'y revenir parce que j'avais oublié en fait. J'ai retrouvé, vous voyez, un plant de verveine qui n'attendait que moi. J'ai retrouvé mon romarin. Voilà, il y avait des petites choses enfouies, enfin des carrés potagers qui se reposent hein, du coup depuis 4 ans, dont la terre est sublime, vraiment, parce que j'avais fait en sorte de bien pailler, etc. Après la dernière saison potagère. Donc je pense que cette année ça va donner de chouettes résultats, je l'espère tout du moins. Le but c'est pas de repartir dans un potager complètement exubérant, j'ai pas l'intention de semer et de planter énormément de choses. Je pense que je vais semer en place, donc pas tout de suite, hein, parce qu'en Bretagne, la terre ne se réchauffe pas tout de suite. Genre fin mai, vous voyez, fin mai c'est bien. Des courges d'automne, donc butternut et potimarron je pense, et des courgettes. Peut-être des tomates cerises, je sais pas trop encore. Et je pense que ce sera tout. Donc, vous voyez, c'est pas grand chose. Hein. Mais à côté de cette partie strictement potagère, j'ai très envie de faire de ce jardin, qui est quand même relativement grand, hein, un espace accueillant, où on a envie de venir, vous voyez, bouquiner, prendre le thé du matin. Donc je suis en train de réfléchir petit à petit à différents espaces que je pourrais aménager pour faire des carrés fleuris, des parties que je vais laisser complètement s'ensauvager, vous voyez, en ne passant pas du tout la tondeuse ou quoi que ce soit, parce que bah, c'est important de penser aux petites bébêtes du jardin qui souffrent en général beaucoup en été, parce que bah, l'herbe n'est pas assez haute en fait. Hein. J'ai très envie aussi de me lancer dans la fabrication de quelques hôtels à insectes. Pas des trucs complètement exubérants, ultra travaillés, etc. Mais vous voyez, plusieurs petites imbrications de matériaux, on va dire, qui permettront aux petites bêtes de se réfugier durant les chauds mois d'été. J'ai prévu aussi de mettre des choses pour les oiseaux, notamment des sortes de fontaines. J'ai repéré plein d'idées sur Pinterest pour tout ça. Le but c'est vraiment de faire en sorte d'utiliser un maximum de matériaux naturels, vous voyez, que je récupère par-ci par-là sur notre terrain dans la nature, et chinés.
j'ai vraiment envie, pour cet aménagement de jardin 2025, de ne rien acheter neuf. Les seuls trucs que j'achèterais probablement neufs, mais ce sont des plants en fait. Je vais probablement acheter quelques vivaces en jardinerie dans quelques semaines, mais c'est tout. Vous voyez, je vais essayer de ne rien acheter neuf et de mener à bien tous ces petits projets en faisant avec ce que j'ai sous la main et avec ce que je trouve de seconde main. Voilà. Donc oui, je vais vous embarquer dans tout ça, un petit peu en vlog et puis aussi sur Twitch. J'ai prévu de faire des lives dans le jardin cette année, donc j'espère que ça fonctionnera bien et je pense que ce sera chouette. Dans le plan juste avant, j'étais en train de détasser un petit peu la terre autour d'un petit pêcher qu'on a mis en terre il y a 5 ans, je dirais. Il a un petit peu de mal à grandir. Il y a vraiment des différences suivant, je pense, l'exposition et évidemment le sol, parce qu'on a mis un mirabellier en terre à un autre endroit il y a 3 ans à peine, et il est tellement grand et tellement plus fort que le pêcher, alors que sur le papier, vous voyez, il est plus jeune et il a été mis en terre plus récemment. Bref, donc j'ai passé un petit peu la grelinette autour de ce pêcher. Je vais maintenant mettre en paillage entre guillemets un peu d'amendement, voilà, tout autour du pêcher, donc du popo hein, décomposé de la Shetland Family, avec des feuilles, vous voyez, un bon mélange bien riche. Et puis je verrai avec quoi je peux recouvrir tout ça. Et j'aimerais bien faire un petit entourage, vous voyez, avec des branches de saule, ce genre de truc quoi. J'ai vraiment envie de faire des petits espaces comme ça, assez sympathiques et jolis à regarder. Voilà, parce que j'en ai envie. Je pense aux phobiques dans l'assemblée, donc je ne vous ferai pas l'affront de vous montrer, mais il y a plein de vers de terre. Un amendement de grande qualité, bien sûr. Regardez-moi ce trésor, cette couleur, cette finesse. Je vais aller chercher des cartons au garage pour mettre par-dessus et ensuite je rajouterai des feuilles mortes. Voilà, je vais voir un peu ce que je peux trouver. Attention, quand on paille avec du carton, on n'oublie pas d'enlever les scotch. Là j'avais oublié un petit morceau sur un des cartons, parce que le scotch c'est caca. Hein. Le carton, oui, le scotch, non. J'ai fait cette erreur la première année où j'ai fait un potager et où j'ai paillé avec des cartons. Vous ne voulez pas ça, vraiment, vous ne voulez pas plein de bouts de scotch dans votre terre. Non, c'est non. Je sais, c'est logique quand je le dis, eh bien, je vous assure qu'il y a quelques années ça ne l'était pas pour moi. Parce que je pensais pas que les cartons... Oh, une panthère sauvage. Ça va mon chaton? Mais alors? Coucou ma beauté. Je disais donc, je ne pensais pas que le carton se serait désagrégé aussi vite. Et ouais, je me suis retrouvée avec plein de morceaux de scotch dans mon potager. C'était franchement le bagne de tous les retrouver pour les enlever. Je crois que dans le dernier plan, vous me voyez en train de pailler
un de nos pêchers et ben, j'ai bien avancé ensuite puisque j'ai fait une petite clôture naturelle avec des rejets en fait de châtaignier. Mais je n'en suis pas peu fière. Venez, je vous montre mon œuvre. Je trouve ça très joli. J'aime beaucoup le rendu. Donc je n'ai pas du tout filmé de plan lors de la fabrication de cette petite clôture. Mais je vais vous expliquer un peu. Vraiment, il n'y a rien de compliqué. J'ai commencé avec des branches quand même assez épaisses, vous voyez, à faire tout le tour. Donc je les ai piquées, vous le voyez, debout, hein, à la verticale. Donc le but c'était de faire un petit arrondi là autour du pêcher pour le kiff. Attendez, je me mets comme ça, sinon il y a mon ombre. Vraiment pour le kiff. Et d'aller jusque là. Voilà. Là il y a un poirier. Là il y a des iris qui poussent complètement spontanément. Hein. Je n'ai jamais planté de bulbe au jardin. Il y a de la menthe qui pousse un peu spontanément ici. Donc ce sera un petit peu le coin aromatique et fleurs à bulbe. Voilà. Je pense que ça va être bien. Et donc, une fois que j'ai planté toutes mes petites branches là à la verticale, eh ben, j'ai utilisé toutes les autres branches qui étaient plus souples, vous voyez, pour faire toute la clôture. Donc généralement, vous voyez, je passais derrière, devant, j'essayais de m'arranger pour que ça tienne bien. Et petit à petit, je suis montée comme ça, avec toutes mes petites branches. Et voilà, ces petits pots là. Il faut que j'en trouve d'autres. On en a fabriqué d'ailleurs, enfin on en a peint plutôt, sur Twitch, mais je les ai pas encore vernis. Donc je les ai pas mis au jardin. J'ai trouvé ces petites tasses à café... vous savez, c'était à la mode il y a quelques années. Un peu type gobelet plié. Dans ma ressourcerie, puisque je vous l'ai dit, je crois, dans les plans avant, le but c'est de ne rien acheter de neuf pour ce jardin. Et je les ai achetés pour pouvoir protéger les petites branches qui sont à la verticale. Puisque là, évidemment, quand il va pleuvoir, le bois va avoir tendance à pourrir, vous voyez. Alors que là, il est bien protégé. Donc j'en ai trouvé 3 et j'aimais beaucoup ce petit Vichy là. J'ai trouvé 2 roses. Hop, le rose est là-bas, le deuxième rose pardon est là-bas et un rouge. Voilà. Bon, il y en a d'autres à trouver. Puisqu'il y a pas mal de branches à la verticale. Mais petit à petit, voilà, au gré de mes pérégrinations chez Emmaüs, dans les ressourceries, tout ça, on va trouver. Purée, j'ai même pas fait gaffe. Regardez, on voit déjà les petites pousses de menthe. Ah oui, non, mais il y en a vraiment partout en fait. Là, est-ce que vous la voyez? Focus. Il y en a là. Ce qui est bien avec la menthe, c'est que vous avez vraiment pas besoin de beaucoup de plants. Vous trouvez quelqu'un qui a de la menthe chez lui, vous faites une petite bouture et après ça se ressème tout seul quoi. Ça peut même devenir un peu envahissant. Hein. Ah bah la menthe, elle prend ses aises. Mon petit chantier du jour, ça va être d'installer cette petite zone de bain. On va dire ça comme ça pour les oiseaux. J'ai trouvé, donc toujours de seconde main, je ne sais même pas comment ça s'appelle. Vous savez, c'est un support pour mettre un pot de fleurs. Par chance, il y a un trou en dessous. Hop, je vous montre. Ce qui fait que je ne vais pas me casser la tête pour faire en sorte qu'il tienne bien, vous voyez, au sol, tout ça. Je vais trouver une grosse branche que je vais enfoncer dans le sol et je vais mettre ce support par-dessus. Voilà. Donc il faut que je trouve un tronc quand même assez large, vous voyez, pour pas qu'il y ait trop de jeu entre le « Eh ben bonjour, une panthère des jardins » qui vient faire sa petite fière. Donc oui, il faut que je trouve une branche assez costaud pour pas qu'il y ait trop de jeu, vous voyez, entre la dite branche et ce beau support fleuri. Et donc attendez, hop, je vous montre un peu à quoi c'est censé ressembler. Donc, hop, et là, la pièce maîtresse
Regardez ce beau gros saladier avec ses petites fleurs et tout. C'est le genre de truc, j'en trouve partout. Chez Emmaüs, en ressourcerie. Plus personne n'en veut en fait. De ces gros plats en verre ciselé qui sont très lourds, qui étaient très à la mode, hein, il fut un temps, mais qui ne le sont plus aujourd'hui. Donc je me suis fait plaisir. Voilà. J'adore. J'ai pris ce petit moule à manquer en plus parce que sans, j'aurais eu du mal, vous voyez. Hop, je vous montre. J'aurais eu du mal à faire en sorte que ça tienne bien, quoi. Bon, même si là il y aura évidemment de l'eau, mais aussi des gros cailloux que je vais brosser, vous voyez, pour qu'ils soient propres. Comme ça, on n'a pas de risque de noyade des petites bébêtes qui viendront s'abreuver. Donc ce sera lourd, c'est ça que je veux dire, avec les pierres plus l'eau. Mais j'étais quand même moyennement partante à l'idée de laisser ça comme ça. Donc j'ai cherché dans ma ressourcerie un moyen pas de fixer, mais vous voyez, de maintenir ce gros saladier. Et du coup, j'ai trouvé ce petit moule à manquer là, qui est franchement à la dimension parfaite. Donc là, je pense que je vais mettre du sable, vous voyez, pour alourdir un petit peu. Et donc le pied, hop, du gros saladier sera vraiment dans le sable. Et là, ça bougera plus, quoi. Avec la grosse branche qui maintiendra, elle, le support fleuri. Et je pense qu'on sera bien, hein. Ah oui, et ce que je voulais dire aussi, c'est que comme je viens de vous l'expliquer, il n'y aura pas du tout de colle, hein, pour maintenir les éléments ensemble. Ce qui fait que ça me facilitera la vie pour laver ce saladier, puisque je pourrais très facilement l'enlever pour le nettoyer. Voilà, ce sera important parce que on ne veut pas de propagation de maladies, de bactéries, tout ça, hein. On pense à la santé des cuicuis. C'est soit trop petit, soit trop gros. Non mais je vais finir par trouver la bonne branche. Yes! Elle manque un petit peu de longueur. Vous voyez, elle va pas être enfoncée beaucoup dans le sol, mais au moins ça bouge pas. Parce que vous voyez, elle est pas tout à fait droite, ça fait un petit coude là. Et du coup, une fois qu'elle est vraiment dans le fond, il n'y a pas du tout de jeu, quoi. Donc, malgré le fait que ça manque un petit peu de longueur, il y a beaucoup de titres dans cette partie de vidéo. Je pense qu'on va rester sur celle-là. Elle me semble d'un bon calibre. Let's go le pré-trou. Eh ben écoutez, voilà. J'aime bien. Bon, c'est pas tout à fait droit, hein. Je sais pas si vous vous rendrez compte. Bon, on verra. On verra à l'usage, hein. J'ai fait en sorte, hop, vous le voyez, de faire ressortir une pierre. Comme ça, ça fait une petite rampe d'accès et de sortie pour les petites bêtes. Parce qu'encore une fois, on ne veut pas de noyade. Et ben écoutez, on verra si ça plaît aux petits oiseaux. J'en ai une autre à mettre ailleurs dans le jardin, toujours sur le même principe, hein, mais un petit peu plus haute. Donc dans la deuxième, je pense que je mettrai en plus une espèce de petite fontaine solaire, vous voyez, qui fait un petit jet et tout. Alors un truc très léger, hein, mais je pense que je mettrai ça dans le deuxième coin, bain et abreuvoir.
De retour dans mon bureau après cette pause salutaire au jardin, il était temps que je rentre parce qu'il est... Bon, là il est 17 h mais quand je suis rentrée il était 15 h 30. Je n'avais toujours pas déjeuné. Mais je ne vois jamais le temps passer quand je suis au jardin. Donc j'ai déjeuné, j'ai pris un petit peu le temps de bouquiner. Et là, Ah oui quand même, c'est le quart d'heure de folie de Gandalfou. Donc là je m'apprêtais à continuer le montage de la deuxième session de mon piège photo. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez probablement vu les résultats de la première session. Mais t'es fou Doudou, t'es fou mon cœur. Je disais, vous avez probablement vu les résultats de la première session de mon piège photo qui sont sur Instagram. Je vous remettrai le lien direct. Ah oui non mais là on est sur des prises de catch en fait. Bref, il y a du mignon sur Instagram et j'ai eu de nouveaux mignons sur une deuxième session de piège photo que j'avais posté à un autre endroit, enfin, dans un autre coin de forêt. C'est grave. Bah, la petite famille de marcassins, la chevrette qui a repéré le piège photo et qui du coup vient faire sa curieuse. Je vous mettrai peut-être à l'écran les plans là, comme ça, ça vous donne une idée de la gravité de ce dont je suis en train de parler. Donc il faut que je fasse la petite voix off pour vous publier ça sur Instagram cette semaine. Et voilà. Petit unboxing de la fourche, puisque j'ai reçu ma commande hier, à l'heure où je filme ce vlog, et je vous les ai montrés sur Instagram. J'ai pris plein de graines. Bah là je suis complètement dans le mood jardin. Petit topo, pour les personnes qui ne connaîtraient pas la fourche, c'est un grand magasin de produits bio en ligne qui fonctionne sur le système d'une adhésion annuelle. Qui coûte 59,90 € et qui vous permet de profiter des prix La Fourche qui sont quand même beaucoup plus intéressants que les prix pratiqués en magasin bio. Donc c'est assez chouette quand on a un budget serré et moi je suis cliente depuis très longtemps, je collabore avec eux depuis très longtemps aussi et je suis très très contente de ce concept que j'utilise chaque mois pour faire des commandes. Donc je suis ravie de vous en parler aujourd'hui parce que on a un bon plan. Habituellement mon code promo vous offre 20 € de réduction sur votre adhésion annuelle et là avec le code BONPLAN-TIJULIE que je vous remets par ici à l'écran et en barre d'infos, vous avez 30 € de réduction, ce qui rapporte l'adhésion à 29,90 €. Ouais, j'étais en train de faire le calcul dans ma tête. Donc très très intéressant. L'offre n'est valable que jusqu'au 12 mars. Donc j'ai envie de dire que c'est le moment si vous avez envie d'adhérer à La Fourche. Cumulable avec les 30 jours d'essai gratuit.
Ce qui est très chouette parce que ça vous permet de voir en fait si ce système correspond aux besoins de votre foyer. Vous pouvez en profiter pour comparer les prix, tout ça, tout ça. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. Donc je vous remettrai tout ce dont vous aurez besoin en barre d'infos et je vous montre ce qu'il y a dans ma dernière commande. Comme dit des graines, de la marque La Semence au cœur du monde, qui est une marque que je ne connais pas. Quand je faisais encore du jardin il y a quelques années, je commandais beaucoup, j'achetais beaucoup chez Cocopelli, Biogerme, Ferme de Sainte-Marthe. Et voilà, c'était mes 3 principaux fournisseurs, on va dire ça comme ça. Là c'est très chouette parce que semence bio et reproductible, donc on n'est pas sur de la F1. Hein. J'ai pris des courgettes, butternut, ça sent l'automne, potimarron et autrement j'ai pris plein de fleurs. Parce que je suis complètement dans l'optique d'avoir un jardin fleuri cette année, j'ai donc pris de la capucine, du bleuet, des jolies pensées, des coquelicots, du souci et du pavot. Ah, attendez, il y a un petit dernier. Des cosmos. Des cosmos. Je pense qu'on sèmera ça ensemble, hein, les amis. Bon, pas tout de suite, hein, parce que le sol breton est encore un peu froid. On va attendre un petit peu. Ensuite, toujours art alimentaire, j'ai pris ce petit sérum que j'ai très hâte d'essayer. Le sérum désaltérant à l'acide hyaluronique de Clémence et Vivien. Je me réautorise enfin à utiliser cet actif hydratant et repulpant que ma peau aimait beaucoup avant que je souffre de rosacée. Parce qu'acide hyaluronique et rosacée, ça fait pas bon ménage. Alors il y a une distinction à faire entre acide hyaluronique à haut poids moléculaire ou à bas poids moléculaire, parce que suivant l'un ou l'autre, ça pénètre plus ou moins profondément dans les couches de l'épiderme et ça vient inflammer, vous voyez, la rosacée. Mais je ne sais pas si ça se verra, ça va mieux de ce côté-là. Ça va mieux. Alors j'avais fait 2 séances laser il y a 2 ans, quelque chose comme ça. Ça m'avait fait du bien, même si ça n'avait pas totalement réglé le problème. Mais surtout, j'ai refait une longue cure de plusieurs mois de la crème Solantra, qui n'est délivrable que sur prescription. Donc que j'ai demandé à ma médecin, puisque je savais qu'elle avait été assez efficace il y a quelques années sur ma peau. Et ça a été, je ne vais pas dire magique, mais en tout cas, ça a grandement amélioré l'état de ma peau, quoi. Et comme ça va mieux, je me suis autorisée à prendre ce petit sérum. Voilà. Donc j'espère que ma peau va le tolérer. On verra, je vous tiens au courant. Est-ce qu'il y a du parfum? Je ne me rappelle plus. Ouais, un petit peu. Mais bon, je pense que ça doit pas être... Je vais le tester dès ce soir, donc let's go. Non, ça va, c'est léger, c'est léger. Ça sent la rose. Alors l'acide hyaluronique, il faut l'appliquer sur peau préalablement humidifiée, hein, mouillée. Parce que sinon ça vient, les misophones me remercient pour ce bruitage de grande qualité, ça vient absorber l'eau qui est dans votre peau en fait. Donc il faut l'appliquer sur une peau un peu humidifiée et ça va booster son absorption par la peau. Ouais, franchement c'est léger, ça sent la rose, c'est pas... Mais la rose fraîche, vous voyez, un peu l'hydrolat de rose, pas la rose synthétique, trop chimique. Oh, la sensation sur la peau est très veloutée. Bah écoutez, je vous tiens au courant. Surtout si vous avez de la rosacée, je pense que ça pourra vous intéresser. Toujours hors alimentaire, j'ai pris ce shampoing douche de la marque Sebio, qui est destiné à mon monsieur. C'est un produit qu'il a déjà testé et approuvé plein de fois, donc c'est juste un refill. Là je lui ai pris la senteur fleur blanche. Ah tiens, il y avait un petit sachet de graines qui s'était caché. Du fenouil, voilà, parce que j'aime beaucoup le fenouil. Et Arizona, ma petite Pimpinou aussi. Et en alimentaire, il y a des lasagnes de la marque Marcal. Voilà, lasagne blanche, tout ce qu'il y a de plus basique. De la semoule, voilà, en vrac pour couscous, 1 kg.
Voilà. C'est toujours celle-ci que je prends, c'est la semi-complète. Toujours en vrac et toujours au format d'1 kg. Des coquillettes. Bah les coquillettes, ce sont nos pâtes préférées. Je pense que c'est celles qu'on mange le plus. Je sais pas, il y a un truc avec la coquillette, vous voyez, c'est ce truc un peu nostalgique. Juste des coquillettes les soirs de flemme avec une tranche de jambon la vie là. Et on est bien. Et enfin, vous voyez, c'est une petite commande. Du ketchup, voilà. Celui de la marque La Fourche, qui est un gros flacon de 560 grammes. On ne l'a jamais testé, je crois pas. La dernière fois, j'avais pris celui de Quintessence, qui est très très bon, qui a une compo, enfin des ingrédients en tout cas très sains, qui est très peu sucré, salé, hyper bien équilibré et tout. Mais bon, bah, qui n'est pas au même prix, quoi. Voilà. Donc là, je me suis dit, allez, on va tester celui de La Fourche. Et voilà pour cette commande. Donc comme dit, vous avez jusqu'au 12 mars pour profiter de mon code BONPLAN TIJULIE qui vous donne moins 30 € sur votre adhésion annuelle. Je vous remets tout ça en barre d'infos. Et suivant votre situation, je vous rappelle également que l'adhésion à La Fourche peut vous être offerte. Si vous êtes étudiant, étudiante bénéficiaire du Crous, si votre quotient familial est inférieur à 800, enfin bref, il y a plein de cas. Je vous remettrai aussi le lien de cette page en barre d'infos. Il vous suffit simplement d'envoyer un justificatif par mail au service client et l'adhésion vous est offerte. Voilà. Oh là là, oh là là, la plume. Oh, j'ai la plume. C'est l'heure du goûter. J'ai fait hier, il en reste un, des énormes cookies aux pralines, éclat de pistache, avec un cœur purée de pistache relevé à la fleur de sel. C'est archi grave. Alors, comme dit sur Instagram, ne me demandez pas la recette parce que j'ai fait au pifomètre. Prochaine fois que j'en refais, parce que je vais en refaire, promis, je note les proportions. Mais en gros, vraiment, prenez votre recette de cookies basique, vous en avez forcément une. Voilà. Vous mettez à la place des pépites de chocolat classiques des pralines que vous écrasez au préalable et des petits éclats de pistache. Moi je les ai achetés tout prêts, j'avais trouvé ça chez Lidl je crois. Et au moment de former les cookies, vous divisez votre petite boule de pâte en deux pour pouvoir insérer un petit cœur que vous avez au préalable congelé pendant minimum 1 heure. Vous voyez? Je crois que je vais en faire dès ce week-end en fait. Non, c'est grave. Très très grave. Je vous retrouve pour papoter booking avant de clôturer ce vlog, puisque je viens d'aller chercher un petit colis Vinted qui est un livre, donc je me suis dit c'est l'occasion. Voyez. Je vais vous montrer du coup les livres que j'ai achetés récemment et que je prévois de lire très rapidement là dans les semaines à venir, et je vais vous faire un petit topo sur les livres que j'ai lus là, courant février. Alors, bah c'est bien emballé tout ça. Habiter en oiseau de Vinciane Desprez. Desprez, à mon avis on ne prononce pas le S. Vous savez, c'est la collection, enfin vous savez peut-être pas. C'est une collection chez Actes Sud, Monde Sauvage, pour une nouvelle alliance. Ça me disait bien. Ça faisait un moment que je l'avais repéré. Et bah là, quand j'ai vu 4 €, j'ai dit bon bah let's go, hein. Ce livre en vaut 20. Qu'est-ce que serait un territoire du point de vue des animaux? Vinciane Desprez mène l'enquête auprès des ornithologues, car ce qui l'intéresse surtout, c'est d'observer la naissance et le développement de l'intérêt que les scientifiques portent aux oiseaux. Je ne fais pas tout le topo, hein.
Sous sa plume, oiseaux et ornithologues deviennent intensément vivants et extrêmement attachants. À l'issue de ce livre, on ne devrait plus considérer la notion de territoire comme allant de soi, et l'on n'entendra peut-être plus de la même façon les oiseaux chanter. Dans cette même collection, j'ai chopé toujours sur Vinted il y a quelques jours là, Sur la piste animale de Baptiste Morisot, avec une préface de Vinciane Després, qui a écrit celui-ci. Pareil, qui me tentait depuis un bout de temps, et j'ai dû l'avoir pour, je sais plus, 5 ou 6 euros. Idem, prix neuf, 20. Je ne sais même pas s'il a été lu une fois tellement le livre est nickel. Nul n'existe sans laisser de traces. Pister alors est une manière très sûre pour apprendre à connaître quelqu'un. De l'ours du Yellowstone au loup du Var, de la panthère des neiges du Kirghizistan au lombric de nos composts d'appartements. À travers les récits de ses expériences de pistage, Baptiste Morisot nous invite à voir par les yeux des grands prédateurs qu'il rencontre. Voilà, donc ça va être, j'imagine, tout un récit de pistage, et ça va me changer de la lecture que je viens d'abandonner, puisque là on n'est pas du tout, enfin je l'espère, on n'est pas du tout sur du pistage en mode chasse. On est sur du pistage dans l'optique de faire des observations, et c'est ça que je veux moi. Hein. Je veux pas de pistage pour tuer les animaux, comme ça a été le cas dans celui-ci. Habile transition, me direz-vous. Indian Creek de Pete Fromm. C'est assez rare que je ne termine pas un livre. Là j'ai abdiqué à la page, je sais plus, 150 et des bananes. C'était trop pour moi en fait. Grosso modo, pour vous faire le topo, c'est un jeune étudiant qui part pendant 7 mois en mission entre guillemets dans les montagnes, dans un coin perdu où il fait extrêmement froid, pour veiller sur des œufs de saumon. Donc en gros il n'a pas grand chose à faire, juste checker si tout va bien de ce côté là, casser éventuellement la glace à un endroit pour que l'eau continue de circuler, etc. quoi. Et le reste de sa journée, comme il ne sait pas quoi faire, eh bien il tire sur à peu près tout ce qui bouge. Voilà, je ne sais pas quoi dire en fait de ce livre, puisque c'est un récit qui a très très bonne presse dans l'univers du nature writing, et moi je n'ai pas du tout accroché. C'est un peu une unpopular opinion, vous voyez. J'ai vraiment eu le sentiment assez désagréable, en tout cas dans la première moitié du livre, hein, puisque comme dit, je ne suis pas allée jusqu'à la fin, de lire l'ego trip d'un gars qui arrive à survivre en pleine montagne seul parce que c'est un bonhomme, t'as vu. Non, j'ai pas aimé. Et puis je sais pas, on est sur un personnage vaniteux, vous voyez, qui cherche à tout prix à plaire aux chasseurs qu'il est amené à rencontrer. Enfin, non, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé. D'une manière générale, si comme moi vous avez un petit cœur sensible par rapport aux animaux, je vous conseille pas ça quoi. Parce que j'entends, hein, bon, le gars passe 7 mois en pleine montagne, il va pas se nourrir de neige fondue. Je peux entendre, mais là en fait il y a des scènes de piégeage et de chasse qui ne sont pas faites pour s'alimenter, vous voyez, et qui sont décrites de façon très explicite. Donc n'y allez pas. Si vous êtes sensible par rapport aux animaux, tout ça, vraiment je ne vous le conseille pas. Allez, tant qu'on est dans les revues, Avec les ours de Valentin Pagetnov, dont je vous ai parlé en début de vlog. Je vous ai dit que j'étais à fond. Bon bah la fin... J'ai pas envie de vous spoiler. Mais la fin est rude quoi. La fin est rude. Plus on s'en approche, plus on sent le truc venir. Mais bon bah évidemment j'ai pas aimé la fin. On est quand même pas au niveau de celui-ci. Hein. Mais bon bah j'ai quand même eu du mal quoi. J'ai quand même eu du mal. Je pense que je vais le garder quand même parce que le récit en lui-même est vraiment chouette. Et il y a des petits... il y a des petits détails et des petits moments tellement mignons que je le garde quand même avec plaisir, vous voyez. Mais ouais, la fin est rude quoi, la fin est rude.
Aux mêmes éditions, donc Transboréal, j'ai lu et adoré cette fois Bergère de Florence Debauve, j'espère que je n'écorche pas le nom de cette autrice, qui est donc bergère, je pense que ça allait de soi, et qui passe ses étés en estive avec son troupeau de brebis. Et ce livre, c'est tout simplement le récit d'une saison d'estive avec elle. Donc on la suit avec sa chienne et un petit minou. Et c'est trop bien. C'est trop bien. Il se passe pas grand chose, sauf à un moment où on a une petite montée de... un petit pic de stress, on peut le dire. Mais sinon c'est un récit qui est très contemplatif et très touchant en même temps. J'ai vraiment été complètement happée par l'écriture de l'autrice. C'est un super récit, vraiment. Et on a en plus, en prime, des dessins de temps en temps, puisque Florence dessine. Et c'est magnifique. Je sais pas si vous verrez d'ici. C'est une petite scène d'intérieur dans la yourte, dans laquelle elle loge pendant son estive, avec le poêle, sa chienne Noké et Matoul, le petit chat. Ça ajoute encore plus de, je sais pas, d'intimité, vous voyez, dans la lecture. Bref, j'ai beaucoup aimé ce livre et je vous le conseille chaudement, tout comme celui-ci. L'oiseau forêt de Michel Munier, qui est le papa de Vincent Munier, que vous connaissez peut-être via son travail autour de la photographie animalière, qui est incroyable. J'ai énormément aimé ce livre, même si il fait très très mal au cœur. Non pas parce que voilà, y a des choses cruelles et explicites, comme dans Indian Creek, mais parce que on est un peu témoin, comme Michel Munier, des dégâts provoqués par l'homme, quoi. Notamment au regard de la situation du Grand Tétras, qui est au cœur de ce récit. J'ai vraiment passé un excellent moment. C'est extrêmement bien écrit, touchant, juste ce qu'il faut. Et j'ai même appris des choses, vous voyez, sur la sylviculture. Enfin, vraiment, j'ai adoré. C'est l'une d'entre vous qui me l'a offert. Donc, si tu passes par ici, je te fais un gros bisou et je te dis merci. Parce que, encore une fois, c'est un gros coup de cœur. Pour lui aussi, ça a été un coup de cœur, je pense. Mais viens mon cœur, tu viens montrer ta bouille à YouTube. Actuellement en cours de lecture, mais j'en lis qu'un tout petit peu tous les jours parce que sinon ça passe trop vite, d'accord. Tino, un merle au jardin, que j'ai bientôt terminé. Superbe album de Nicolas Joliveau chez Hong Fei. Nicolas Joliveau qui a sorti un livre avant celui-ci qui s'appelle, j'ai complètement oublié. Est-ce que ce serait pas écrit derrière? Non, c'est pas écrit. C'est pas écrit, mais évidemment il me le faudra, hein. J'ai juste privilégié l'achat de celui-ci avant parce que j'ai pas résisté à Tino le merle, quoi. Donc dans ce livre on suit Tino, un merle, et Tinette, sa merlette bien sûr, Toto également, hein, et leur congénère à plumes pendant une année. Donc on a du texte mais aussi de, est-ce que vous voyez, de sublimes illustrations, quoi, sublimes planches. C'est très beau. Donc j'en lis un tout petit peu tous les soirs, histoire que ça passe pas trop vite. Et je retrouve toujours Tino avec plaisir, quoi. Dans cette même veine d'albums un peu graphiques comme ça, je pense que je vais bientôt lire celui-ci, Reine des Pics, de Justine Mérini et Laure Drouglazet, chez Pantera, une maison d'édition que j'aime beaucoup beaucoup. J'ai pas mal d'ouvrages chez eux. À la rencontre de Kelly Duquesne, apicultrice éleveuse de reines d'abeilles noires.
Donc c'est Justine Nérini qui est au texte et Laure Drouglazet qui est à l'illustration. Voilà, qui travaille au pastel. Et alors c'est si beau. C'est si beau. Et alors j'ai adoré en fait parce qu'on est, vous voyez, sur des illustrations incroyables où on apprend plein de choses en fait sur les abeilles. J'aime beaucoup la nettoyeuse là, qui est en train de passer le balai avec ses petits gants. J'aime trop ce genre d'ouvrage où on apprend plein de choses et en même temps on découvre, le métier de passion, littéralement, de quelqu'un. Et là en plus c'est une femme, donc voilà. J'ai hâte de m'y plonger. Et enfin, je prévois ensuite d'attaquer ces 3 livres. D'abord La Maison au bout du monde d'Henri Beston je pense, chez Biophilia. Apparemment un classique du genre nature writing. Moi je suis passée complètement à côté, hein. Je ne connaissais absolument pas ce livre, ni cet auteur d'ailleurs. Témoignage d'une expérience singulière de la solitude, du temps et de l'espace, ce livre est le fruit d'une année passée en solitaire dans ce bout du monde qu'était encore Cap Cod, dans une petite maison construite au milieu d'une large bande de sable et de marais. C'est un livre de célébration des merveilles du vivant et des éléments, la migration des oiseaux de mer, les rythmes des marées, les tempêtes sur les dunes, etc. etc. Je pense que je vais aimer. À mon avis, on n'est pas sur le même bail qu'Indian Creek. Au niveau du... je peux me tromper, hein, mais là, comme ça, je sens que ça va le faire. J'espère tout du moins. Ensuite, une autrice que je ne connais que de nom, et il était temps que je me mette à lire ses livres, c'est Rachel Carson. Elle a notamment écrit Printemps silencieux, si je ne me trompe pas, qui a eu l'effet d'une bombe hein, au niveau mondial par rapport à l'effet des pesticides, que je n'ai toujours pas lu, mais il va falloir que je l'ajoute à ma liste. Là j'ai choisi celui-ci, qui s'appelle Sous le vent de la mer, parce que apparemment c'est son préféré. Donc je me suis dit, allez vas-y, commence par celui-là. À la fin des années 30, une jeune biologiste marine passionnée de littérature imagine un projet inédit, raconter la mer du point de vue des espèces qui la peuplent. Évidemment, vous n'aviez plus de batterie. Est-ce que je suis bien? J'espère que le focus n'aura pas trop bougé. J'en étais où? J'en étais là, je crois. Je crois que je vous ai lu le pitch. Paru en 1941, ce grand récit polyphonique et poétique est le premier livre de Rachel Carson et c'est aussi son préféré. Donc, écoutez, on va voir. Je pense que ça va être bien. Je pense que ça va être bien. C'est beau. Et enfin, sur les sentiers des douaniers de Capitaine Rémy. Bon bah là tout de suite, je suis en terre connue quoi. Capitaine Rémy est parti marcher 4 mois sur la terre de ses ancêtres, la Bretagne. 4 mois à vivre une aventure qui a changé sa vie. Donc il a fait le GR quoi, hein, le GR 34. On va le suivre dans cette belle randonnée. J'ai très hâte de m'y plonger. C'est vraiment sous la forme d'un journal quoi, avec les dates et tout. On a des petits dessins de temps en temps. Ça va être bien. Je pense que ça va être bien. Ça va, je pense, me redonner envie d'aller randonner sur notre fabuleux GR 34 parce que ce sont des sentiers incroyables quoi. Le littoral breton, c'est... Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne suis pas objective. Je ne peux pas l'être. Je suis bretonne de sang et de cœur. Née à Saint-Malo. Je vous en donne des nouvelles. Voilà pour ce petit topo lecture de fin de vlog. J'espère que ça vous aura plu, que ça aura pu éventuellement vous donner des petites inspirations si vous étiez en quête de livres à vous mettre sous la dent. Et je vous dis à bientôt!